Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce live de l'UA, en compagnie d'un ensemble de musique de chambre de l'Orchestre national des Pays de la Loire, avec lequel l'UA est partenaire. Nous écoutons aujourd'hui au 4 de la musique classique, avec ces extraits du spectacle Monsieur Beethoven, Faust et moi, encore en création, que nous avons eu la chance d'entendre dans son intégralité et qui tournera dès que la situation sanitaire se sera améliorée. Pour la petite histoire, nous aurions dû proposer ce spectacle lundi 14 décembre dans le cadre du Noël des personnels de l'Université d'Angers au 400 coups, mais la Covid nous en a empêchés. Nous voici donc réunis aujourd'hui pour un live capté par Robin, Jean-Mathieu, Martin et Émilien de quelques extraits de ce spectacle écrit par Pierre Desvignes sur des musiques de Beethoven essentiellement, mais aussi Stravinsky, Rossini ou Piazzolla, et interprété par Benjamin Charmeau, Pascal Perguet, Anaïs Ménian et Pierre Desvignes. Je sais que la mort est partout. En haut d'une falaise, en pleine mer, tapis dans un cancer, caché dans un virage, masqué à l'hôpital. Tout ça, je le sais. Je le sais depuis l'enfance, mais j'ai toujours gardé mes distances, préféré une bonne bière en terrasse avec du saucisson et des chips. Or, depuis ce matin, je sais que la mort est là, derrière la porte de mon frigo, et je sais qu'elle m'attend, et qu'il me faudra payer un jour le prix de mon pacte avec le diable. Avant qu'il ne soit trop tard, j'ai décidé d'écrire ce qui s'est passé. Tout a commencé sur le Bon Coin. J'étais alors en panne d'inspiration pour écrire une histoire. Et souvent, dans ce cas, je me tourne vers la musique et ses compositeurs. Mendelssohn, Bartók, Ravel, Stravinsky, Morricone. Tous morts aujourd'hui. J'avais bien pensé à Vladimir Cosma ou Philippe Glass, mais les vivants connus trop chers et les vivants connus, inconnus, je les connais pas, je ne sais pas à qui m'adresser. J'ai donc publié une annonce sur le Bon Coin. Artistes en panne cherchent compositeurs sérieux pour travailler ensemble dans une attente féconde, peu rémunérée. Et c'est Ludwig van Beethoven qui a répondu.
On était le vendredi 1er novembre 2019 à 9h10 sur France Inter. Daniel Barenboim, chef d'orchestre et pianiste, était l'invité d'Augustin Trapenard dans l'émission Boomerang. Il parlait de la chute du mur de Berlin. Du mauvais côté du mur de Berlin, un bébé de 6 mois dort dans les bras d'un homme. Celui-ci l'enveloppe dans une couverture et le cache dans le coffre de sa voiture, sous une valise en cuir, à la place de la roue de secours. Puis l'homme s'installe au volant. Il démarre le moteur, allume l'autoradio. Doucement, la musique envahit l'habitacle. La voiture quitte le parking et s'aventure sur les boulevards encore déserts de l'Aube. Quelque temps plus tard, la voiture s'arrête devant une barrière fermée. De chaque côté de la barrière, 2 miradors et le mur de Berlin. Un soldat, fusil mitrailleur en main, s'approche de la voiture. L'homme baisse la vitre, il tend son passeport. Le soldat le prend. Dans la voiture, malgré la musique, on peut entendre le bébé qui est en train de gémir. Le soldat ordonne à l'homme de couper le moteur et de descendre. En coupant le moteur, la musique s'arrête et le bébé aussi. Une fois dehors, le soldat demande d'ouvrir le coffre, d'ouvrir la valise en cuir. L'homme obéit. Il ouvre la valise, des vêtements, quelques partitions de musique, une trousse de toilette et un livre. Faust de Goethe. Le soldat prend le livre, le feuillette, le repose, puis se penche sous la voiture. Avec sa lampe torche, il balaye le châssis. Puis se redresse et s'éloigne. Toujours le passeport en main, le soldat entre dans une petite guérite en béton. L'homme referme la valise, le coffre et retourne s'asseoir derrière le volant. De nouveau, le bébé gémit. Les mains de l'homme se crispent sur le volant. Une perle de sueur glisse sur sa joue. Il essuie rapidement du revers de la main. Le bébé gémit toujours. Le soldat sort de la guérite et fait signe à un autre soldat. Alors, lentement, la barrière se lève. L'homme démarre sa voiture. De nouveau, la musique s'échappe des haut-parleurs. Le soldat s'approche, lui tend son passeport. L'homme le saisit, mais le soldat, absorbé par cette musique, garde le passeport serré dans sa main. La barrière se lève, lentement. Une autre perle de sueur glisse sur le front de l'homme, puis sur son nez, elle tombe sur le passeport. Dans le coffre, le bébé gémit, puis se met à pleurer. Le soldat arrache brusquement le passeport de la main de l'homme, tout en hurlant un ordre. La barrière s'arrête et se met à redescendre. L'homme appuie sur l'accélérateur, la voiture s'élance et passe juste sous la barrière. Une rafale de coups de feu retentit, les balles viennent percuter le métal, le verre. La voiture fait une embardée, puis une autre, et s'arrête beaucoup plus loin, derrière une barrière, levée celle-ci. Aussitôt, l'homme coupe le moteur. Pas de gémissement, pas de pleurs. Un soldat ouvre la portière, l'homme descend précipitamment et va ouvrir le coffre. Il soulève la valise, sous la valise, dans le logement de la roue de secours, le bébé dans sa couverture. Le bébé dort, tout simplement. Tandis que l'homme pleure de soulagement, le soldat lui fait remarquer qu'il a un pneu crevé. L'homme s'arrête aussitôt de pleurer. Il éclate de rire en montrant le bébé. « Voici ma roue de secours !» C'est à cet instant qu'on a frappé à la porte de mon frigo. J'ai ouvert la porte du frigo et c'était lui. Beethoven. Je l'ai tout de suite reconnu grâce au portrait sur Wikipédia. Les cheveux en bataille, le front haut, massif, les vêtements élimés, dézingués, un peu plus petit que je l'imaginais. Parce que mon frigo est petit, sans doute. J'étais un peu circonspect. Comment un mort peut-il sortir d'un frigo ? La mort, c'est long. C'est très long. On tourne en rond, on fait des boucles, on fait des gammes. On végète,
On stagne. La mort, c'est long. On s'ennuie à mourir, on confine doucement. On s'abrutit de soi-même, on s'oublie trop souvent. La mesure dissout le prélude, on s'évapore sans un accord. Dièse et bémol font leur valise, tempo vers l'éternité, et l'éternité, c'est long. Do, ré, mi, fa, très loin du sol, on s'éternise dans l'éther, on éthérise 2-3 arpèges, la si dorée pour 1000 années, la mort, c'est long. À peine sorti du frigo, on s'est serré la main, elle était glaciale. Comment avait-il su que je cherchais un compositeur? Il m'a répondu qu'il était assis au bord du Styx, le fleuve des enfers, requiem et mélancolique à fixer l'eau sombre, lorsqu'il a reçu un tweet de Prométhée. C'est pratique, les tweets pour un sourd. Beethoven, il y a une recherche de compositeurs sur le Bon Coin, ça t'intéresse? Ils ont Internet grâce à Prométhée. C'est pratique, c'est un génie ce gars-là. Beethoven l'admire. Si le feu de la création l'habite depuis sa naissance, il pense que c'est grâce à Prométhée. Prométhée sur ton roc enchaîné. Prométhée en sursis sur ton roc attaché. Prométhée déchaîné, endurci de ta foi révoltée. Prométhée, tu es puni, ton foie dévoré pour le feu volé. Le feu, incendie, brasier, la fournaise, la foudre éclatante, le feu du volcan, le feu du dragon, le feu de la passion, le feu, la folie de la foi fanatique, la rage de bûcher, l'hécatombe de bombes, le feu sacré dans les doigts, le feu aux fesses dans les yeux, le feu volé aux dieux. À propos de Beethoven, Victor Hugo a écrit « Il semble qu'on voit un dieu aveugle créer des soleils. » Pour ne pas propager leurs états d'âme mortifères, les morts contagieux sont confinés sans l'ombre d'une partition à grignoter. Les permissions de sortie existent, mais elles sont rares. Il faut une conduite exemplaire et une attestation dérogatoire de déplacement. Pour sortir des enfers, Beethoven m'a dit qu'il suffisait de retraverser le Styx. Pour cela, il est allé voir Sharon, le passeur, avec son attestation de déplacement dérogatoire, sa carte d'identité et mon annonce du Bon Coin comme justificatif. Sharon a accepté, à condition qu'il lui offre une mélodie. Ce pingre ne fait jamais rien gratuitement. Beethoven a appelé quelques musiciens de l'Orphic Symphonic Orchestra. C'est le nom de la formation musicale des enfers, à cause d'Orphée, le célèbre poète musicien.
Orphée est une célébrité, un mythe antique très demandé. Marteau fêlé sur le clavier, l'archer en craint pas le mineur. Clé de sol, clé de fa, il ouvre toutes les portes. Elles sont toutes folles de lui. L'amour mythique, c'est lui, entrée plat et dessert. Beethoven, c'est romantique, un grand classique. Beethoven, c'est platonique. J'ai toujours désiré l'amour d'une belle qui accorde ses soupirs à mes harmonies, mais il faut qu'elle soit belle. Je ne peux rien aimer sinon de beau, autrement je serais obligé de m'aimer moi-même. Amélie, un bon baiser brûlant si personne ne nous voit. Giulietta, une fée, une jeune fille bien aimée, elle m'aime et je l'aime. Bettina, depuis que vous êtes partie, j'ai eu des heures de chagrin, des heures d'ombre où on ne peut rien faire. Mon immortel bien-aimé, mon ange, mon tout, mon moi, mon être le plus cher, mon unique trésor, éternellement à toi. Sigmund Freud dirait qu'à travers toutes ses conquêtes amoureuses, Beethoven cherche à retrouver l'amour maternel d'une mère dépressive. C'est peut-être vrai, mais Freud n'était pas né à cette époque et Beethoven n'a jamais souhaité coucher avec sa mère dépressive, mais plutôt avec de belles jeunes femmes. D'ailleurs, entre deux déménagements, il a vécu au-dessus d'une maison close qu'il a assidûment fréquentée. Selon moi, les conquêtes amoureuses de Beethoven, aujourd'hui, sont au cinéma, comme Stanley Kubrick, qui a su comme personne utiliser la musique classique dans ses films. J'en ai profité pour demander à Beethoven de me citer quelques collaborations musicales. Parmi les grands réalisateurs, Beethoven a travaillé avec Tarantino pour le western Django. La scène se situe dans une riche maison aux États-Unis, champ de coton, une propriété esclavagiste avec des colonnes. Dans le salon, une jeune fille joue de la harpe. Beethoven est tendu sous les doigts de la jeune fille, tendu par l'attente d'un coup de feu. Le contraste est saisissant. La jeune fille caresse des notes légères, tandis que des hommes armés, mains sur le colt, prêts à dégainer, sont sur leur garde. La peur transpire sur les tempes. Cette mélodie va et vient comme les feuilles dans le vent. Il y a dans l'air un moment de suspension, un pur moment de grâce avant le bain de sang. Et puis d'un coup, le vent tombe. Could you please stop playing Beethoven?
Could you please stop playing Beethoven? Could you please stop playing Beethoven? Les sanglots longs de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone. Il pleut des éléphants verts sur la lune. La France parle aux Français. En pleine Seconde Guerre mondiale, pendant 4 ans, j'imagine Beethoven allongé souple sur les ondes de la BBC, avec 4 notes en morse. Le début de la 5e symphonie. Pa 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 pam. Point, 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 trait. Le V en morse imparable de la victoire. Le jour le plus long. Le débarquement. Le calme avant la tempête. Encore. Chaque fois que Beethoven entend l'hymne à la joie de la 9e symphonie, il frémit. Il est dans le cœur de 446 millions d'Européens, dans 27 pays, parlant 24 langues différentes, la fraternité universelle. Et quel cadeau pour l'humaniste qu'il était. Quel hommage pour Schiller, son poète préféré. Et dire qu'il n'a été payé que 120 florins, 320 € TTC. Un misérable cachet pour un chef-d'œuvre. Aujourd'hui, grâce aux droits d'auteur, Beethoven est plus riche mort que vivant. Il est d'ailleurs particulièrement reconnaissant au cinéma de l'avoir si souvent adopté pour collaborer. Orange Mécanique, Harry Potter. Mort à Venise, Le Cercle des poètes disparus, Total Recall, Rosemary Baby, Django, Piège de cristal, Le discours d'un roi, Faye, Fantasia, Equilibrium, The Barber, Elephant, Saturday Night Fever, Lola. Un petit bémol cependant pour le chien Beethoven, comme une fausse note dans sa bio. Afin de continuer notre échange, et avant de lui dévoiler mon projet, j'ai invité Beethoven à improviser. Il adore ça. Il convoque Prométhée et hop, il a le feu qui s'allume. Les croches s'emballent. Scherzo au bout des doigts, clé de sol au plafond, la syncope en vertige, la suspension haletante. Violon en stratosphère, piano en concerto, sonate au clair de lune, l'empereur héroïque, la messe solennelle. Alors seulement, après ça, j'ai parlé à Beethoven de mon projet. Une collaboration musicale pour écrire une version moderne de Faust, de Goethe. Beethoven avait rêvé d'en faire un opéra, il n'en avait jamais eu le temps. Soudain, on a frappé à la porte de mon frigo. Un grand merci à vous de vous prêter à ce jeu peu orthodoxe d'une captation du spectacle intitulé, je le disais, Monsieur Beethoven, Faust et moi. Je vous propose qu'on fasse un petit tour de table, que vous vous présentiez, chacun à tour de rôle. Bonjour, je suis Pascal Perguet, je suis altiste au sein de l'ONPL depuis maintenant presque 17 ans. Bonjour, je suis Benjamin Charmeau, donc violoniste à l'ONPL depuis un petit peu moins longtemps, seulement 10 ans. Bonjour, moi je m'appelle Pierre Devine, je suis conteur, comédien depuis maintenant une quinzaine d'années et j'habite Nantes. Bonjour, je m'appelle Anaïs Maignan et je suis violoncelliste à l'ONPL depuis maintenant 5 ans. Bonjour à tous donc. Une première question, d'abord évidemment très circonstanciée.
Comment se passe la vie d'un musicien classique en période de confinement? Et qu'est-ce que cela induit dans la pratique de vos métiers? Mais malheureusement, ça induit que les concerts sont tous annulés, donc on est privé du public. Et ça, c'est difficile pour les musiciens. Alors, on essaye de trouver des solutions pour jouer quand même quand les conditions sanitaires nous le permettent, avec des protocoles différents. On a éloigné les musiciens les uns des autres et on essaye de faire des enregistrements. On a fait quelques concerts filmés sans public qui sont diffusés un peu sur les réseaux sociaux. Et puis, on essaye de faire de la musique de chambre, donc en petits groupes de musiciens le plus possible aussi, d'enregistrer des choses, de les envoyer au service communication de l'orchestre pour pouvoir diffuser le plus de contenu possible malgré les Exister circonstances. surtout. Et Pendant exister, cette et puis période, voilà, continuer à essayer de faire notre métier du mieux qu'on le peut. Vous arrivez à maintenir ce lien justement avec le public parce que c'est vraiment une autre façon d'appréhender la musique. On a l'habitude d'avoir un contact direct et là, il devient plus du tout direct. C'est souvent le truchement d'un écran d'ordinateur. Comment vous arrivez justement, vous parliez des réseaux sociaux, vous sentez qu'il y a quand même une envie du public de maintenir ce lien avec vous, d'être toujours là, à votre écoute? Eh bien, oui, tout à fait. Mais après, ce que je voulais juste noter aussi, c'est que le deuxième confinement là qu'on est en train de vivre est quand même très différent du premier parce que lors du premier confinement, on a pu enregistrer, faire des vidéos, mais chacun chez soi, alors que là maintenant, il y a vraiment des moyens pour enregistrer correctement avec des radios, avec vous, avec des captations vidéo. C'est quand même très différent. Je trouve qu'il faut quand même le. Oui, puis on a le droit de se voir pour répéter ensemble, ce qui n'était pas le cas au Aussi. premier confinement où on Oui. essayait de faire des montages et d'enregistrer chacun de son côté et de réunir les choses avec un peu de magie technique. Et tous les temps, du coup, où vous êtes un peu contraint quand même de rester chez vous, parce que j'imagine que le principe, c'est quand même d'essayer autant que possible de rester à domicile. Comment vous arrivez à organiser vos journées entre les répétitions, la vie de famille? Est-ce que c'est quelque chose qui est facile, qui est complexe à mettre en œuvre? Alors, ça peut être complexe parce que nous sommes sur 2 villes. Donc, déjà, on essaye de jouer entre musiciens de la même ville en ce moment, parce que ça évite les déplacements. Et puis, que dire d'autre? Après, on est quand même. Enfin, moi, ce deuxième confinement, je le vis pas vraiment comme un confinement parce qu'en fait, on travaille pas mal ensemble ces derniers temps, même avec l'orchestre où on enregistre. Il y a plus de projets. Il y a quand même pas mal de projets qui sont là. Donc, Après, je pense comme tout le monde, malgré tout, il y a avec les vies personnelles. Les conjoints sont aussi en confinement. Moi, par exemple, ma femme est professeure d'alto, donc elle donne ses cours à la maison sur l'ordinateur. Et Ça, j'ai c'est ma fille dur. qui fait la sieste, donc je peux pas travailler mon instrument quand je le souhaite toujours, parce qu'il y a des horaires où il faut C'est pas vrai. faire de bruit, alors que normalement elle est gardée. Donc oui, il y a quand même une influence. Bon, on va souhaiter très vite que la situation s'améliore. Pour parler un peu du projet qui nous réunit aujourd'hui, qui est à l'origine de ce projet? Comment vous avez appréhendé ce travail d'écriture et de jeu de spectacle, eu égard aux conditions matérielles du moment? J'imagine que cela, en plus, change beaucoup vos habitudes de pratique musicale, dans le sens où d'habitude, vous avez l'habitude, ou beaucoup de fois l'habitude, mais vous avez l'habitude de jouer en gros collectif, en orchestre. Donc là, vous vous retrouvez à 4. Ça change radicalement le métier ou finalement c'est banal pour vous et un exercice assez facile finalement à mettre en œuvre? Bah, il y a beaucoup de questions d'un coup là. Beaucoup de réponses attendues. Alors, celui qui a eu l'idée du projet, c'est Beethoven. Il m'a passé un coup de fil, il m'a dit Pierre, j'en peux plus. Les enfers, ça pue. Fais-moi sortir de là. Ok, j'ai ouvert la porte du frigo, il est sorti, on a discuté. Et tout de suite, j'ai dit attends, je connais quelqu'un, une coach formidable, c'est Pauline, c'est l'ONPL, ils vont ils vont adorer. Et donc, c'est Pauline qui a eu l'idée. Hein. C'était vous. Ah oui, c'était comme ça, il y a eu une espèce d'aller-retour parce que j'étais sur un projet aussi entre Beethoven et Mendelssohn au même moment parce que c'était les folles journées au mois de janvier sur les 250 ans de la Voilà. naissance de Beethoven. C'est ça, Et c'est ça qui a été le début. le départ c'est en fait. l'anniversaire de Beethoven. Ah oui, c'est Et puis après, il y a eu cette idée de cet anniversaire et puis il y a eu cette idée d'écrire ce projet avec des musiciens de l'ONPL parce qu'on a déjà travaillé ensemble sur d'autres projets en petite formation.
C'est-à-dire avec Anaïs et puis Anne Clément qui est violoniste, on avait déjà fait d'autres projets de création autour de l'Oiseau de feu de Stravinsky par exemple, ou L'homme à l'oreille coupée de Mourleva. Et c'est né comme ça. Et puis après, moi, j'ai eu envie d'écrire ce que je savais de Beethoven et ce que j'ai lu, puisqu'il m'a dit. Des confidences. Les confidences de Beethoven. Alors l'idée, effectivement, là, c'est pas de dévoiler l'intégralité du spectacle, de garder un peu de mystère autour de ça, mais ce qui est frappant, on en parlait tout à l'heure, c'est de se rendre compte à quel point Beethoven rythme nos vies sans qu'on le sache. On entend des musiques qui sont jouées évidemment au cinéma, qui sont jouées à l'occasion de concerts, bien évidemment, mais qui sont jouées aussi à l'occasion d'hymnes. On pense l'hymne à la joie européen. On a l'impression que finalement Beethoven est partout. Est-ce que c'est un ressenti que vous avez aussi? C'est une évidence pour vous? Forcément musicien classique, nécessairement, mais est-ce que c'est un personnage qui vous accompagne tout le temps, tout au long de votre carrière, de vos jeux? Ah oui, enfin, en ce qui me Ouais. concerne. Oui. Oui, on Vous est êtes tout des le temps. spécialistes de Ah bah, Beethoven? enfin, ou des est-ce que... spécialistes, Non, je pas dirais les pas jusque-là, spécialistes de Beethoven. Mais Quand on est musicien non, mais classique, ça fait est-ce que- partie de la vie du musicien classique. Beethoven, c'est un Il y des a une piliers grande place de Incontournable. notre Ouais. éducation, ça c'est sûr. Hein. Mozart, Beethoven, Bach, il y a Haydn. des compositeurs comme ça qui sont inévitables. Et c'est tellement universel que tout le monde peut l'écouter, tout le monde l'accepte et tout le monde lui prend des choses parce que c'est dans le monde entier. Voilà, c'est comme Ravel avec le boléro, c'est comme. Enfin voilà, il y a plein de. Et Beethoven, ça fait. Quand Et même- il a l'avantage, Beethoven, parce qu'il y a parfois des gens qui croient, qui disent: ah, mais vous en avez pas marre de jouer un petit peu, pas tout le temps la même chose, mais les tubes, ce qu'on appelle les tubes, comme la cinquième de Beethoven ou quoi, on n'a jamais marre de jouer Beethoven. jamais. On découvre toujours, ces œuvres sont tellement C'est du génie. riches et complexes qu'on peut les jouer 40 fois, on découvrira toujours quelque chose qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas entendu, ou auquel on n'a pas pensé sur la manière de travailler avec les différents chefs d'orchestre aussi qui passent. Mais Oui, et on puis propose quelque chose. il a inventé beaucoup de choses au niveau de l'orchestration. Nous, techniquement, il a innové dans beaucoup de choses. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais pour nous, c'est très important. Alors sans rentrer dans les détails techniques, on parle aussi forcément à des gens qui ne connaissent pas forcément musique classique et peut-être pas tout à fait Beethoven. Comment on peut présenter son œuvre? Comment on peut présenter sa musique? Est-ce que vous avez des mots, vous avez des ressentis pour essayer de permettre aux uns et aux autres d'appréhender son Moi, je œuvre? dirais que c'est celui qui a créé les meilleures bandes son de films. Moi, c'est comme ça que j'ai rencontré Beethoven, c'est en allant voir Orange Mécanique au cinéma. C'était un coup de massue. Ah oui, d'accord, bam. Ah oui, c'est lui. Donc c'est comme ça que moi c'est ma première rencontre avec Beethoven. C'est ça, c'est le destin qui frappe à la porte. C'est cette espèce de colosse là qui, comme tu disais Pascal, c'est une œuvre qui arrive et puis on va voir Saturday Night Fever et là on rentre dans une boîte de nuit et c'est quoi la musique? C'est la cinquième, mais en version années 70 quoi. C'est du disco cinquième symphonie. Et t'as Travolta qui danse sur du Beethoven en disco. C'est phénoménal. C'est comme ça que j'ai rencontré Beethoven. C'est pas en allant écouter un concert de musique classique. Ça, par contre, je dois le dire. Pourtant, j'en écoutais un peu parce que mes parents aimaient la musique classique. Mais pour moi, c'est vraiment le travail cinématographique. Et en tant que conteur, c'est aussi quelque chose qui me touche parce que moi, je suis quelque part, je raconte une image cinématographique. Comme dans les extraits que vous allez voir sur, entre autres, la chute du mur de Berlin. Et justement, dans le spectacle, on a un petit aperçu non exhaustif de tous les films dans lesquels on peut entendre Beethoven. Et oui, on ne soupçonne pas forcément, on se dit pas forcément, tiens, c'est vrai que c'est Beethoven. Et si, ça l'est. Donc, Il y a aussi L'Ange exterminateur de Buñuel que j'ai oublié. J'en suis rappelé hier. on laissera le soin à nos auditeurs de compléter la liste. Et puis, ça leur permettra aussi, pendant les fêtes, de regarder les films dont on parle. Un peu de culture globale, ça fera du bien à tout le monde. Le récit de cette histoire d'un quotidien partagé avec Beethoven mêle poésie, philosophie, burlesque, romantisme et modernité. Beethoven dispose d'une autorisation de sortie en cas de Covid. Comment est-ce qu'on écrit un récit de la sorte, très, très moderne, sur l'un des plus grands compositeurs de l'histoire? Où est-ce qu'on va piocher ces références? Où est-ce qu'on va piocher cet instinct, cette écriture? Alors, je l'ai pioché d'abord dans mon quotidien. Alors, il se trouve que le début de cette histoire a commencé, l'écriture a commencé pendant le premier confinement.
Il devait sortir Beethoven au mois de mai-juin, et pouf, il était confiné. Et donc j'ai écrit une partie du texte pendant le confinement. Donc forcément, l'idée de l'attestation, tout ça, c'est parce que c'était là aussi. Et ensuite, pour ce qui est de la modernité, je crois que c'est parce que dans mon travail de conteur, j'aime allier ce qui est passé avec ce qui est présent. Pour réussir à faire aimer le passé, c'est bien de parler au présent. Parler de dire, voilà, parler à des gens qui n'écoutent pas forcément de la musique classique. Bon, ben, comment on en parle sans rentrer dans un discours extrêmement ampoulé, universitaire, mais quelque chose de plus accessible et en même temps éducatif, mais ludique. Voilà, l'idée du ludique. Jouer. Il joue de la musique, il compose. Et je joue avec lui. En fait, on joue avec Faust. On joue ensemble. Quand on raconte l'histoire, on est dans cette... Il y a cette espèce de... Voilà, on joue. On joue au présent avec le passé. Et on fait de l'avenir. C'est beau. Oui, c'est ça. Et le choix des œuvres jouées, du coup, Alors ça, c'est collégialement, voilà. Comment vous faites, C'est comment ça. vous organisez? En fait, à la première version, parce qu'il y a eu plusieurs versions comme d'habitude dans ce genre de projet, et donc on avait fait une liste, donc une première liste d'œuvres qu'on s'est soumis mutuellement. Autour des trios à cordes. Voilà, autour des trios à cordes. Des trios à cordes, on les a écoutés. Voilà. Et entre nous, on s'est dit, ah bah tiens, j'aime bien ça, j'aime bien le mouvement de celui-là, qu'est-ce que t'en penses? Donc à la base, c'est tous les trois. Ensuite, Pierre, on lui a donné la liste. Il a écouté aussi, il a dit, ah bah moi j'aime bien ça aussi. Voilà, puis après on s'est dit, bah, pour justement rendre ça accessible, il faut qu'on intègre des musiques symphoniques de Beethoven qui sont très connues, comme l'hymne à la joie, ou la 5e, ou la lettre à Élise, parce que ça, beaucoup de monde ont cette mélodie-là dans la tête. Et donc voilà, c'est de là qu'on est parti. Oui, enfin du texte aussi. Hein. Oui, parce que les musiques sont venues avec... On a eu le texte d'abord, en fait, pour remettre les choses en place. Et donc, du coup, par rapport à l'ambiance du texte, il y a des musiques qui sont venues, mais presque automatiquement. Le mur de Berlin, la 7e, évidemment, puisque tu en parlais déjà au début. Donc on s'est dit, là, c'était pile. Et puis ensuite, les trios, voilà, il fallait on voulait quand même mettre des choses entières, pas que des extraits de choses. Et du coup, après, c'est venu avec l'amour ou je sais plus l'autre, la mort, etc. Enfin, par rapport au thème qu'on aborde, il y a des musiques qui... Et chacun ressent les morceaux de Beethoven pareil, vous avez chacun... Voilà, c'était assez unanime. Là, oui, c'était assez unanime, sauf sur le... Enfin, sauf sur mais c'est ça qui est intéressant, c'est de construire un travail d'équipe. C'est pour ça qu'on est plusieurs. C'est d'avoir une liste en fait de toutes les œuvres possibles qu'on puisse jouer. Voilà. Alors, certaines effectivement tombaient sous le sens, comme la 7e qu'on allait mettre à cet endroit-là sur le texte de Pierre sur le mur de Berlin, et d'autres où finalement certains d'entre nous ont dit moi je le mettrai là. Ils disent moi pas du tout et je le mettrai là. Et moi personnellement sur le travail, comme justement avec le confinement, la première chose c'était de lire le texte de Pierre. C'est vraiment une imagination. Parce que j'entends pas le ton, si j'entends pas le ton qu'il va employer, je l'imagine avant qu'on travaille ensemble. Puis en écrivant le texte, moi j'écoutais du Beethoven. Il y a certains morceaux, en particulier la chute du mur, l'histoire de cette voiture là, de ce passager. J'écoutais la 7e. Quand j'ai commencé à écrire, c'est la 7e qui s'est imposée à moi. Et en l'écrivant, j'ai écrit avec la musique en fond. Ça, c'était quelque chose qui me parlait d'écrire avec la musique. Il y avait un autre morceau que j'ai écrit, c'était pour un quatuor à cordes, ça s'appelle La Fugue, et que j'en ai parlé, j'ai parlé de la fugue, au musicien me dit La Fugue, mais t'es complètement fou. Mais ça, c'est la stratosphère au niveau du boulot. Laisse tomber. Et en trio à cordes. À 3, c'est possible. Moi, je connais rien en musique classique. Je me dis ils peuvent adapter, ils peuvent arranger. Tu parles, c'est impossible. Mais j'avais écrit en écoutant ce morceau-là, mais ça n'empêchait pas de trouver autre chose. Est-ce qu'on redécouvre Beethoven sur ce genre de spectacle, ou est-ce que c'est déjà mâché, digéré? C'est jamais digéré, mon Dieu, quelle horreur. Non, on redécouvre pas, parce que c'est vrai que nous, on a tous quelques années de pratique maintenant d'orchestre, etc. Et que c'est vraiment des œuvres d'orchestre qu'on n'évite pas, mais on prend toujours autant de plaisir, ça c'est sûr, à le jouer. Et puis on les joue différemment, oui, on voilà. mûrit aussi, et puis selon, pour les symphonies par exemple, selon les chefs avec qui on joue, c'est différent chaque fois. Donc c'est jamais pareil.
Super. Eh ben, écoutez, je vous remercie beaucoup. Il y a encore beaucoup de choses à dire. On pourrait passer évidemment des heures. Le temps nous a un peu compté. On tient à renouveler nos remerciements. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir reçus. Très beau cadeau que et vous si nous bien avez accueillis fait. aussi. L'exclusivité de ce spectacle qui, on espère, tournera très rapidement en fonction de la situation sanitaire qui, évidemment, ne peut que s'améliorer. Eh oui. Et puis, on se souhaite à tous un joyeux Noël et un joyeux De Beethoven bonne- de fête. Voilà. Merci. Bonne fête. Merci beaucoup. Merci. Chaque fois que Beethoven entend l'hymne à la joie de la 9e symphonie, il frémit. Il est dans le cœur de 446 millions d'Européens, dans 27 pays, parlant 24 langues différentes. La fraternité universelle.